Le 16 novembre 1581, dans les couloirs glacés de la résidence d'Alexandrovskaya Sloboda, un cri déchirant perce le silence hivernal de la Russie. « J'ai tué mon fils! J'ai tué mon fils !» Ces mots, hurlés par Ivan le Terrible lui-même, marquent l'instant où un père devient le bourreau de son propre héritier, où un tsar détruit de ses mains l'avenir de sa dynastie. Dans un accès de rage incontrôlable, le premier souverain de toutes les Russies vient de frapper mortellement son fils Ivan Ivanovitch avec son sceptre de fer. Ce geste d'une violence inouïe scelle le destin tragique d'un empire et plonge toute une nation dans le chaos. Cette tragédie familiale qui bouleverse l'histoire russe ne surgit pas du néant. Elle trouve ses racines dans les traumatismes d'une enfance brisée, dans la corruption d'un pouvoir absolu exercé sans limite, et dans la paranoïa dévorante d'un homme qui ne put jamais guérir des blessures de son passé. Pour comprendre comment un père en vient à tuer son fils de ses propres mains, il faut remonter aux origines de cette malédiction qui frappe la dynastie des Riourikides. L'histoire d'Ivan le Terrible n'est pas seulement celle d'un tyran sanguinaire, c'est le récit d'une descente aux enfers qui transforme progressivement un enfant traumatisé en monstre couronné. C'est l'illustration parfaite de la façon dont les blessures non soignées peuvent corrompre une âme et détruire non seulement un homme, mais tout un peuple. Cette tragédie shakespearienne nous révèle les dangers du pouvoir absolu exercé par un esprit malade et les conséquences terrifiantes qui en découlent lorsque la folie s'empare du trône. Ivan Vassilievitch naît le 25 août 1530 dans un palais déjà empoisonné par la violence et les complots. Son père, Vassili III, avait attendu cet héritier pendant des années, mais le destin ne lui laisse pas le temps de voir grandir son fils. Le souverain meurt le 4 décembre 1533, quand Ivan n'a que 3 ans, laissant derrière lui un enfant vulnérable dans un monde où la cruauté règne en maître. Sa mère, Hélène Glinskaya, prend les rênes du pouvoir avec une détermination féroce. Cette femme remarquable gouverne la Russie d'une main de fer, n'hésitant pas à éliminer tous ceux qui menacent l'autorité de son fils. Pour sécuriser le trône d'Ivan, elle fait emprisonner les oncles du jeune prince. Yuri, rival potentiel le plus dangereux, est arrêté une semaine après la mort de Vassili III et meurt de faim en prison le 3 août 1536. André subit le même sort, arrêté avec sa famille le 2 juin 1537 et mourant en captivité le 11 décembre suivant. Mais même cette mère protectrice ne peut échapper au poison de la cour. Le 3 avril 1538, Hélène Glinskaya s'effondre et meurt dans d'atroces souffrances, probablement empoisonnée par les boyards qui convoitent le pouvoir. Ivan, âgé de 8 ans seulement, vient de perdre son dernier, rempart contre la brutalité du monde adulte. Avec la mort de sa mère commence le calvaire du jeune Ivan. Le pouvoir se partage entre différentes factions de boyards. Les Chouïski, les Glinski, les Bielski, qui se disputent l'influence sur l'enfant royal. Ces familles aristocratiques transforment le palais en champ de bataille, utilisant le petit prince comme un pion dans leurs machinations politiques. L'enfant qui hier encore était vénéré et respecté se retrouve du jour au lendemain négligé, méprisé, parfois même affamé. Les boyards ne prennent même plus la peine de dissimuler leur mépris pour cet orphelin qui leur fait obstacle. Dans une lettre poignante qu'il écrira plus tard au prince André Kourbski, Ivan décrit cette période avec une amertume qui n'a pas d'âge. « On m'a élevé dans la honte et la misère, comme les enfants étrangers, comme les enfants des pauvres, ou la plus petite valetaille. On n'avait parfois pas de vêtements propres, tout était troué, vieux et sale. Parfois on avait faim, très faim. Cette humiliation constante forge le caractère du futur tsar. Ivan développe une crainte permanente d'être assassiné, une méfiance maladive envers tous ceux qui l'entourent. En 1572, devenu adulte, il confiera encore « On me persécute, on me chasse de mes terres, je suis perpétuellement et partout en danger. » Cette paranoïa, née dans l'enfance, ne le quittera jamais. Un épisode particulièrement traumatisant marque à jamais l'esprit du jeune Ivan. Sa nourrice, Agrafena Obolensky, était la seule personne au palais qui lui témoignait encore de l'affection véritable. Cette femme simple et dévouée représentait pour l'orphelin le dernier lien avec la tendresse maternelle. Mais les boyards,
dans leur cruauté calculée, décident de briser ce dernier réconfort. Un jour, sous les yeux horrifiés d'Ivan qui pleure et hurle de désespoir, ils enlèvent Agrafena de force. La malheureuse est traînée hors du palais et enfermée dans un couvent lointain, condamnée à ne jamais revoir l'enfant qu'elle chérissait comme son propre fils. Ce spectacle de violence gratuite, cette destruction délibérée du dernier amour qui restait dans sa vie, produit un choc terrible sur Ivan. À 8 ans, il vient de comprendre que dans ce monde, même l'affection la plus pure peut être arrachée par la force. Privé d'amour et de stabilité, exposé quotidiennement à la violence et à la trahison, Ivan développe des comportements de plus en plus inquiétants. L'enfant adulé d'hier se transforme en petit être cruel qui effraie son entourage. Il commence à se complaire dans des jeux sanglants qui révèlent l'état de son âme torturée. Les chroniqueurs de l'époque rapportent avec horreur ses activités favorites. Ivan arrache les plumes des oiseaux captifs, leur crève les yeux, les éventre avec un couteau et observe attentivement leur phase d'agonie. Du haut des terrasses du palais, il précipite des petits chiens dans la cour d'allée et rit de les voir se briser les membres sur les dalles de pierre. Ces actes de cruauté précoce ne sont pas de simples caprices d'enfants. Ils révèlent un esprit déjà profondément perturbé par les traumatismes subis. Cette violence gratuite exercée sur des créatures sans défense préfigure les horreurs que commettra plus tard le tsar adulte. Dans ces tortures d'animaux, on devine déjà le futur bourreau de son peuple, l'homme qui fera massacrer des milliers d'innocents et finira par tuer son propre fils. Les boyards, dans leur aveuglement, ont créé un monstre qu'ils ne pourront plus contrôler. Dès cette période, certains traits problématiques de la personnalité d'Ivan se révèlent au grand jour. À partir de 1543, quand il n'a que 13 ans, il ordonne diverses exécutions et cherche délibérément à inspirer la peur autour de lui. Il comprend instinctivement que dans ce monde impitoyable, seule la terreur peut lui garantir le respect et la soumission. Un épisode particulièrement révélateur se produit le 3 septembre 1545. Ivan, âgé de 15 ans, fait trancher la langue d'une personne qui aurait prononcé une parole impolie en sa présence. Cette réaction disproportionnée montre que l'adolescent a déjà intégré les codes de violence qui régissent son univers. Pour lui, le moindre manque de respect doit être puni de la façon la plus brutale possible. Cette spirale de violence ne connaîtra un répit qu'avec le grand incendie de Moscou en 1547, événement qui marque, selon les chroniqueurs, une prise de conscience temporaire chez le jeune homme. Sa bonne éducation et sa piété profonde lui permettent alors de revêtir le rôle du bon tsar, respectueux de Dieu et du clergé. Mais cette façade de respectabilité ne fait que masquer les démons qui continuent de le ronger. Le 16 janvier 1547, dans la somptueuse cathédrale de la Dormition au Kremlin, Ivan Vassilievitch se fait sacré premier tsar de toutes les Russies. À 17 ans, il devient le premier souverain russe à porter ce titre qui le place au-dessus des simples grands princes et revendique l'héritage prestigieux de l'Empire byzantin. Cette cérémonie grandiose marque officiellement la naissance de l'Empire russe et l'avènement d'un pouvoir absolu que le jeune homme compte bien exercer sans partage. Le titre de tsar, déformation du mot latin « César », n'est pas qu'une simple appellation. Il représente pour Ivan une investiture divine qui lui confère une autorité illimitée sur ses sujets. Dans son esprit tourmenté, ce couronnement efface symboliquement les humiliations de l'enfance et lui donne enfin les moyens de sa vengeance contre tous ceux qui l'ont fait souffrir. Le petit orphelin méprisé devient d'un coup le maître absolu de l'immense Russie. Pour lui, par le mariage de son grand-père Ivan III avec la princesse Zoé Paléologue, nièce du dernier empereur byzantin mort en défendant Constantinople, le tsarat de Moscou est devenu la troisième Rome. Après la chute de Constantinople en 1453, Moscou se considère comme l'héritière légitime de l'Empire romain d'Orient et la protectrice de la foi orthodoxe. Cette conception messianique du pouvoir nourrit la mégalomanie naissante d'Ivan et justifie à ses yeux tous les excès à venir. Quelques semaines après son couronnement, Ivan entreprend de se trouver une épouse digne de son nouveau statut. Mais le jeune tsar, traumatisé par les trahisons de l'enfance, ne fait confiance à personne pour organiser une alliance matrimoniale traditionnelle. Il décide donc d'organiser un concours de beauté sans précédent dans l'histoire russe. Des centaines de jeunes filles nobles sont convoquées au Kremlin
pour participer à cette sélection extraordinaire. Elles viennent de tous les coins de l'Empire, accompagnées de leurs familles qui rêvent de voir leur fille accéder au trône. Pendant des semaines, le palais bruisse d'intrigues et de compétitions acharnées entre les prétendantes et leurs protecteurs. Ivan examine personnellement chaque candidate, recherchant non seulement la beauté physique, mais aussi les qualités morales qui pourraient tempérer son caractère violent. Il sait instinctivement qu'il a besoin d'une épouse capable de l'apaiser, de canaliser ses instincts destructeurs, de lui apporter cette stabilité émotionnelle qui lui a toujours fait défaut. Parmi toutes ces prétendantes se trouve Anastasia Romanovna Zakharina, une jeune fille de 17 ans issue d'une famille de boyards fidèles au trône. Elle ne possède peut-être pas la beauté spectaculaire de certaines rivales, mais elle dégage quelque chose d'unique qui frappe immédiatement Ivan, une douceur naturelle, une intelligence lumineuse et une pureté d'âme qui contrastent violemment avec la corruption ambiante de la cour. Anastasia n'est pas grande, mais son charmant visage encadré de longs cheveux châtain clair rayonne d'une bonté authentique. Elle possède toutes les vertus que l'époque exige d'une future tsarine. Chasteté, modestie, piété, sensibilité et miséricorde. Mais au-delà de ces qualités conventionnelles, elle fait preuve d'une force de caractère et d'une sagesse remarquables qui séduisent Ivan bien plus que la simple beauté physique. Le choix du tsar se porte sur elle sans hésitation. Pour la première fois de sa vie, Ivan ressent quelque chose qui ressemble à de l'amour véritable, un sentiment qu'il croyait impossible après toutes les souffrances endurées. Cette jeune femme représente l'espoir de rédemption, la possibilité d'échapper enfin à la malédiction de solitude qui pèse sur lui depuis l'enfance. Le 3 février 1547, 3 semaines après le couronnement, Ivan épouse Anastasia dans la cathédrale de l'Annonciation du Kremlin. Cette cérémonie somptueuse marque le début de la période la plus heureuse de sa vie, 13 années d'un bonheur relatif, qui contraste violemment avec les horreurs de l'enfance et les atrocités à venir. Les frères d'Anastasia, Daniel et Nikita Romanov, préparent le lit nuptial selon la tradition et conduisent Ivan au bain rituel. Ces hommes intègres deviennent rapidement des compagnons de confiance du tsar, lui apportant enfin cette stabilité relationnelle qui lui avait toujours manqué. Pour la première fois depuis la mort de sa nourrice, Ivan côtoie des personnes en qui il peut avoir confiance. Anastasia gagne immédiatement l'amour du peuple en distribuant généreusement l'aumône aux mendiants et en intercédant en faveur des plus démunis. Sa piété ardente, bien différente de celle plus intellectuelle de son époux, touche les cœurs simples. Alors qu'Ivan, élevé dans l'orgueil du pouvoir, dialogue d'égal à égal avec les plus hauts prélats, Anastasia vit naturellement aux côtés de ses semblables et s'efforce de compatir à leurs souffrances. Anastasia accomplit ce que personne n'avait réussi avant elle, apprivoiser la bête qui sommeille en Ivan. Son influence modératrice sur le caractère volcanique de son époux devient rapidement évidente pour tous les observateurs de la cour. Sir Jerome Orsi, agent de la compagnie anglaise et diplomate, témoigne de cette transformation. Bien qu'il fût jeune et tumultueux, elle le gouvernait avec une affabilité et une sagesse admirables. Sous son influence bienveillante, Ivan prend des décisions qui auraient été impensables dans ces périodes de violence. Il annule des condamnations à mort, interdit les combats, d'ours contre des criminels qu'il affectionnait pourtant, modère les châtiments corporels et fait preuve d'une clémence inhabituelle envers ses opposants. Cette femme exceptionnelle parvient à réveiller ce qui restait d'humanité chez le jeune tsar. Elle lui donne 6 enfants, dont la plupart meurent en bas âge comme c'est fréquent à l'époque. Anna en 1548, décédée en 1550. Maria en 1550 et morte jeune. Dimitri en 1552, noyé accidentellement à 1 an. Ivan en 1554, Eudoxie en 1556, morte à 2 ans, et Fédor en 1557. Seuls les 2 garçons, Ivan et Fédor, survivront jusqu'à l'âge adulte, mais cette maternité difficile épuise progressivement la santé fragile d'Anastasia. Pendant cette période bénie, Ivan gouverne entouré d'un conseil choisi, composé d'hommes sages et compétents, le métropolite Macquarie, figure paternelle spirituelle qui remplace en partie le père perdu, le prêtre Sylvestre, conseiller éclairé,
Alexei Adachev, administrateur talentueux, et peut-être le prince André. Kourovski, futur ennemi mais alors ami fidèle. Ces hommes intègres tempèrent les colères du tsar et l'orientent vers des réformes constructives. Le règne d'Ivan durant ces 13 années se distingue par des transformations importantes qui modernisent la Russie. Création d'un nouveau code de loi, le Soudebnik de 1550, qui unifie la justice dans tout l'Empire. Réforme de l'administration locale qui limite le pouvoir arbitraire des gouverneurs. Développement de l'instruction et création des premières écoles. Expansion territoriale avec la conquête brillante de Kazan en 1552 et d'Astrakhan en 1556, qui ouvre aux Russes les immenses territoires de la Sibérie. Ces victoires militaires redonnent à la Russie une fierté nationale et placent Ivan au rang des grands conquérants. La prise de Kazan, en particulier, après un siège héroïque, libère définitivement les Russes de la menace tatare qui pesait sur eux depuis des siècles. Pour commémorer cette victoire, Ivan fait construire la célèbre cathédrale Saint-Basile le Bienheureux sur la place Rouge, chef-d'œuvre architectural qui symbolise encore aujourd'hui la Russie dans le monde entier. Ces années représentent l'apogée du règne d'Ivan, la période où ses qualités exceptionnelles, intelligence, culture, vision politique, s'expriment pleinement sans être corrompus par la paranoïa. Anastasia, par sa seule présence, maintient son époux dans un équilibre précaire mais réel, prouvant que même les âmes les plus torturées peuvent trouver la paix dans l'amour véritable. L'été 1560 marque le tournant décisif dans la vie d'Ivan Lui, terrible et dans l'histoire de la Russie. Anastasia, épuisée par ses grossesses répétées et affaiblie par une maladie mystérieuse qui la consume lentement, commence à dépérir sous les yeux impuissants de son époux. Cette femme, qui avait su maintenir l'équilibre mental fragile du tsar pendant 13 années précieuses, sent ses forces l'abandonner. Durant le terrible incendie qui ravage Moscou cette année-là, Anastasia est prise de crises nerveuses effroyables qui la font délirer. Le spectacle des flammes qui dévorent, la capitale semble réveiller en elle des terreurs ancestrales. Ses cris de détresse résonnent dans tout le palais, tandis qu'Ivan, désemparé, fait tout ce qui est en son pouvoir pour la sauver. Sur ordre du tsar, la tsarine est transportée en urgence sur une civière jusqu'à la résidence de Kolomenskoï, loin des fumées toxiques et du chaos de la ville en feu. Mais ce déplacement précipité aggrave encore son état. Entourée des meilleurs médecins de l'Empire, soignée avec tous les remèdes connus de l'époque, Anastasia s'affaiblit dramatiquement jour après jour. Le 7 août 1560, au petit matin, Anastasia Romanovna rend son dernier souffle après une crise d'apoplexie qui la terrasse définitivement. Ivan, qui n'avait pas quitté son chevet depuis des semaines, pousse un hurlement de douleur qui glace tous ceux qui l'entendent. La douce et blanche colombe, qui avait apaisé ses démons, vient de s'envoler à jamais, emportant avec elle les derniers vestiges d'humanité du tsar. La réaction d'Ivan à la mort de sa bien-aimée dépasse tout ce que la cour avait pu imaginer. Cet homme de 30 ans, habitué à dominer ses émotions et à dissimuler ses faiblesses, s'effondre complètement. 2 serviteurs robustes doivent soutenir sa grande carcasse pour lui permettre de marcher derrière le cortège funèbre jusqu'à la cathédrale de l'Archange Saint-Michel où repose désormais Anastasia. Pendant les premiers jours, Ivan semble sur le point de sombrer dans la folie. Il refuse de s'alimenter, ne dort plus et répète sans cesse des mots sans suite en fixant le vide de ses yeux rougis. Sa douleur est si intense, si visible, que même ses ennemis les plus acharnés ressentent une forme de compassion pour cet homme brisé qui vient de perdre son unique raison de vivre. Mais cette phase de prostration ne dure pas. Rapidement, la douleur laisse place à une émotion autrement plus dangereuse, la suspicion. Ivan, incapable d'accepter que sa jeune épouse ait pu mourir de cause naturelle, commence à échafauder des théories de plus en plus paranoïaques. Anastasia a été empoisonnée, il en est convaincu. Les boyards, jaloux de l'influence de la famille Romanov, ont tué celle qu'il aimait pour affaiblir son pouvoir et reprendre le contrôle de l'État.
Cette conviction, qui germe dans l'esprit dérangé d'Ivan, va progressivement empoisonner toute sa vision du monde. Désormais, il voit des complots partout, des traîtres dans chaque ombre, des empoisonneurs derrière chaque mort. Les analyses médico-légales menées à la fin du XXe siècle confirmeront pourtant ces soupçons. Les restes d'Anastasia révèlent effectivement des concentrations mortelles d'arsenic, de plomb et de mercure, bien au-delà de ce qu'auraient pu causer les cosmétiques de l'époque. Mais à l'époque, Ivan n'a que ses intuitions pour alimenter sa rage. Un verrou a sauté dans son cœur, écrivent les chroniqueurs en décrivant cette transformation radicale. L'homme qui s'était efforcé pendant 13 ans de gouverner avec une relative modération ne se sent plus tenu par aucune contrainte morale. Anastasia morte, il ne doit plus rendre de compte à personne, pas même à Dieu. Tous les démons de l'enfance, contenus tant bien que mal par l'amour conjugal, se déchaînent soudain avec une violence inouïe. Entre 1560 et janvier 1565, Ivan élimine méthodiquement la quasi-totalité de ses anciens conseillers du Conseil choisi. Le métropolite Macquarie meurt en 1563, officiellement de vieillesse, mais Ivan soupçonne un empoisonnement. Le prêtre Sylvestre est disgracié et enfermé dans un monastère lointain. Alexei Adachev est arrêté et meurt mystérieusement en prison. Le prince André Kourbski, sentant le vent tourner, s'enfuit en Pologne et devient l'ennemi juré du tsar. En janvier 1565, Ivan franchit un pas décisif vers la tyrannie absolue en instaurant l'Oprichnina, système de terreur qui divise la Russie en deux parties distinctes. D'un côté, la Zemchtchina, terre normale, administrée selon les anciennes coutumes. De l'autre, l'Oprichnina, domaine et personnel du tsar où il règne en maître absolu avec ses propres lois, ses propres tribunaux et sa propre police. Cette division géographique n'est pas le fruit du hasard. Ivan choisit soigneusement les territoires qu'il s'approprie, les régions les plus riches, les voies commerciales stratégiques, les forteresses frontalières, les domaines des familles, nobles les plus influentes. L'Oprichnina devient un État dans l'État, échappant totalement au contrôle traditionnel des boyards et du clergé. Pour faire régner l'ordre dans son domaine, Ivan crée un corps d'élite terrifiant, les Oprichniki. Ces hommes, recrutés parmi les petits nobles avides de promotion sociale et les aventuriers sans scrupules, portent un uniforme noir de moine et chevauchent des chevaux noirs. À leur selle pendent une tête de chien et un balai, symbole parlant de leur mission, mordre les ennemis du tsar comme des chiens enragés et balayer la trahison de la surface de la terre. Ces cavaliers de l'Apocalypse sillonnent les routes de Russie, semant la terreur parmi les populations. Ils ont tous les droits. Confisquer les biens, arrêter les suspects, torturer les prisonniers, exécuter sans jugement. Leur simple apparition suffit à vider les villages et à faire fuir les voyageurs. L'Oprichnina devient synonyme de mort et de désolation. La répression organisée par Ivan atteint rapidement des proportions monstrueuses. Les boyards, accusés, en bloc d'avoir comploté contre Anastasia, sont exterminés par familles entières. Leurs terres sont confisquées, leurs domestiques torturés pour obtenir des aveux, leurs proches déportés dans les régions les plus hostiles de l'Empire. Cette révolution par le haut décapite littéralement l'ancienne aristocratie russe. En 1569-1570, soupçonnant la ville libre de Novgorod de vouloir passer sous contrôle polonais, Ivan organise le massacre le plus atroce de son règne. Avec une armée de 15 000 Oprichniki, il encercle la cité prospère et ordonne l'extermination systématique de sa population. Pendant 5 semaines, les tueurs du tsar massacrent hommes, femmes et enfants, sans distinction d'âge ni de conditions sociales. Les chroniques de l'époque, pourtant habituées à rapporter les violences de l'époque, peinent à décrire l'horreur de ces journées. Les victimes sont noyées dans les eaux glacées du fleuve Volkhov, brûlées vives dans leurs maisons, démembrées à coups de hache, empalées sur des pieux. Les Oprichniki rivalisent de cruauté, inventant chaque jour de nouveaux supplices pour satisfaire la soif de vengeance de leur maître. Le nombre exact des victimes reste débattu, mais les historiens s'accordent sur un bilan effroyable, entre 15 000 et 60 000 morts selon les sources,
dans une ville qui ne comptait guère plus de 100 000 habitants. Novgorod, jadis rival de Moscou et symbole de liberté communale, ne se remettra jamais complètement de cette saignée. Son déclin marque la fin définitive des anciennes libertés russes face à l'autocratie moscovite. Incapable de supporter la solitude, Ivan se remarie dès l'année suivant la mort d'Anastasia. Mais aucune de ses épouses suivantes ne parvient à lui apporter la stabilité perdue. Maria Temryukovna, princesse tcherkesse d'une beauté exceptionnelle, qu'il épouse le 21 août 1561, ne peut égaler l'influence apaisante de sa prédécesseur. Cette deuxième union, qui devait réconcilier Ivan avec le bonheur, tourne rapidement au cauchemar. Maria ne donne qu'un fils au tsar, Vassili, qui meurt à l'âge d'1 mois en 1563. Cette nouvelle perte ravive la paranoïa d'Ivan qui voit dans cette mort précoce la preuve d'un nouveau complot. Les relations du couple se dégradent rapidement. Ivan fuit sa femme pour des orgies avec ses oprichniki, la délaisse ouvertement et finit par la traiter avec un mépris affiché. Maria Temryukovna meurt en 1569, officiellement de tuberculose, dans l'indifférence totale de son époux. Mais comme pour Anastasia, des rumeurs d'empoisonnement circulent immédiatement. Ivan, désormais persuadé que toutes ses épouses sont condamnées à mourir empoisonnées, organise des enquêtes sanglantes qui se soldent par de nouvelles exécutions. Sa troisième épouse, Marfa Sobakina, épousée le 28 octobre 1560 et on se bat tous les records de longévité conjugale. Elle meurt 15 jours seulement après le mariage, le 13 novembre. Cette mort foudroyante plonge Ivan dans une rage folle. Convaincu que sa police secrète elle-même est infiltrée par ses ennemis, il fait exécuter 20 personnes, dont toute la famille de la défunte qu'il accuse de sorcellerie. Le père de Marfa est contraint de prendre l'habit religieux. Ses frères sont tués pour pratiques magiques. L'année 1572 marque paradoxalement un tournant dans la politique d'Ivan le Terrible. Après la défaite cuisante infligée aux Tatars de Crimée à la bataille de Molody, qui sauve Moscou d'un nouveau sac, et face aux critiques de plus en plus vives du clergé, le tsar décide officiellement d'abolir l'oprichnina. Mais cette mesure apparemment modératrice ne change rien au fond de sa politique. La terreur continue, simplement organisée différemment. Les oprichniki perdent leur nom, mais pas leurs privilèges. Rebaptisés hommes de cour, dvoroviers, ils continuent leurs exactions sous d'autres appellations. Ivan, vieillissant prématurément, devient de plus en plus imprévisible. Ses crises de colère, ses accès de paranoïa et ses décisions contradictoires terrorisent même ses plus fidèles serviteurs. Le tsar développe une méthode systématique pour éliminer tous ceux qu'il soupçonne de déloyauté. Il fait surveiller les conversations privées, intercepter les correspondances, torturer les domestiques pour obtenir des informations sur leur maître. Personne n'échappe à sa suspicion maladive, ni les boyards qu'il accuse de comploter contre lui, ni les marchands qu'il soupçonne de détourner les revenus de l'État, ni même le clergé qu'il accuse de tiédeur dans son soutien au pouvoir royal. À mesure qu'Ivan vieillit, la question de sa succession devient obsessionnelle. Son fils aîné, Ivan Ivanovitch, né d'Anastasia en 1554, grandit pour devenir un homme capable et respecté. À 27 ans, en 1581, le tsarévitch s'est marié 3 fois, ses 2 premières épouses sont mortes dans des circonstances suspectes, et sa 3e femme, Elena Sheremetyeva, attend un enfant qui pourrait assurer la continuité dynastique. Mais cette perspective, qui devrait réjouir tout père, nourrit paradoxalement l'angoisse d'Ivan. Dans son esprit malade, l'héritier capable représente une menace potentielle. Il voit dans chaque initiative de son fils une tentative de complot, dans chaque marque de popularité du jeune homme une preuve de déloyauté. Cette rivalité fantasmée entre père et fils empoisonne progressivement leurs relations. Le tsarévitch Ivan, contrairement à son père, jouit d'une réputation de modération et de sagesse. Les boyards survivants voient en lui l'espoir d'un retour à un gouvernement plus équilibré après des décennies de terreur. Cette popularité naissante exaspère Ivan le Terrible, qui y décèle les signes d'une conspiration dirigée contre son autorité. Parallèlement à ses préoccupations dynastiques,
Ivan continue sa quête désespérée d'une épouse qui pourrait remplacer Anastasia. Ses 4e, 5e et 6e mariages ne sont qu'une succession d'échecs qui alimentent sa paranoïa grandissante. Anna Koltovskaya, épousée le 29 avril 1572, ne trouve pas grâce à ses yeux. En 1575, le tsar l'envoie finir ses jours dans un couvent avec ces mots terribles « Tu as maigri et je n'aime pas les maigres ». Cette répudiation brutale illustre l'instabilité émotionnelle croissante du souverain, incapable de relations durables avec qui que ce soit. Ses liaisons suivantes avec Anna Vassilchikova en 1574, puis Vassilissa Melantieva en 1576, se soldent par des ruptures tout aussi violentes. Maria Dolgoroukaï, épousée brièvement, disparaît si rapidement des chroniques que les historiens peinent à établir les circonstances exactes de cette union fantôme. Enfin, en 1580, Ivan épouse Maria Nagaïa, qui lui donne un dernier fils, Dimitri, en 1582. Mais même cette naissance tardive ne parvient pas à apaiser l'âme tourmentée du tsar vieillissant. Il soupçonne même sa dernière épouse de chercher à empoisonner ses fils légitimes pour faire de Dimitri l'unique héritier. Les années de violence et d'excès finissent par rattraper Ivan. À 50 ans, il ressemble à un vieillard, cheveux et barbe blanchis prématurément, corps voûté par les rhumatismes, mains tremblantes qui peinent à tenir fermement le sceptre royal. Les médecins de l'époque lui prescrivent du mercure en poudre pour soigner ce qu'il croit être la syphilis, ignorant que ce traitement empoisonne lentement son système nerveux. Cette intoxication progressive au mercure explique probablement l'aggravation de ses troubles mentaux. Ses crises de colère deviennent de plus en plus fréquentes et violentes, ses hallucinations plus vivaces, ses décisions plus erratiques. Il voit des ennemis partout, entend des voix qui lui parlent. La nuit se réveille en hurlant, persuadé qu'on veut l'assassiner. Les courtisans apprennent à reconnaître les signes avant-coureurs de ses accès de rage. Les yeux qui se fixent dans le vide, les mâchoires qui se contractent, les poings qui se serrent convulsivement autour de son bâton de fer. Quand ces symptômes apparaissent, tous s'éclipsent prudemment, sachant que le moindre mot, le moindre geste peuvent déclencher une explosion de violence meurtrière. Progressivement, Ivan s'enferme dans sa résidence d'Alexandrovskaya Sloboda, véritable forteresse où il se croit à l'abri de tous les complots qu'il imagine. Cette demeure, située à une centaine de kilomètres de Moscou, devient le centre névralgique d'un pouvoir de plus en plus coupé des réalités. Entouré uniquement de serviteurs terrifiés et d'oprichniki fanatisés, le tsar perd tout contact avec son peuple. Dans ce palais-prison, Ivan mène une existence de plus en plus déréglée. Il passe ses nuits à boire avec ses hommes de main, organise des orgies sacrilèges où les oprichniki parodient les offices religieux, torture personnellement les prisonniers amenés dans ses geôles. Cette vie dissolue accélère sa dégradation physique et mentale. Le jour, il se plonge dans la lecture obsessionnelle des Écritures, cherchant dans les textes sacrés la justification de ses crimes. Il se compare au roi d'Israël, se présente comme l'instrument de la colère divine chargée de châtier les pécheurs. Cette mystique délirante lui permet de justifier les pires atrocités comme autant d'œuvres pieuses accomplies pour la plus grande gloire de Dieu. Même affaibli par l'âge et la maladie, Ivan n'a rien perdu de sa cruauté. En 1575, il fait étrangler le métropolite Philippe qui avait osé critiquer publiquement ses méthodes de gouvernement. Cet assassinat d'un haut dignitaire religieux provoque un scandale dans tout le monde orthodoxe, mais Ivan s'en moque éperdument. En 1579-1580, une nouvelle vague de répression frappe les derniers boyards qui avaient échappé aux purges précédentes. Des familles entières sont exterminées sur de simples soupçons, leurs biens confisqués, leurs noms rayés des registres officiels comme s'ils n'avaient jamais existé. Cette politique d'anéantissement systématique de l'ancienne noblesse vise à créer une nouvelle élite entièrement dévouée au pouvoir royal. Les exécutions publiques deviennent de plus en plus raffinées dans l'horreur. Ivan assiste personnellement au supplice, donnant des conseils aux bourreaux pour prolonger
l'agonie des condamnés. Il fait construire des machines de torture perfectionnées, expérimente de nouveaux poisons, invente des châtiments inédits qui frappent d'épouvante même les observateurs étrangers habitués à la violence de leur époque. En cette fin d'automne 1581, l'atmosphère dans la résidence royale d'Alexandrovskaya Sloboda est plus lourde que jamais. Ivan le Terrible, âgé de 51 ans, vit reclus dans ce palais-forteresse avec son fils aîné, Ivan Ivanovitch, et la famille de ce dernier. Le tsar vieillissant, rongé par la maladie et les excès, ressemble à un fantôme de lui-même. Maigre, voûté, les cheveux blanchis, les mains tremblantes, à cause de l'intoxication progressive au mercure. Le tsarevitch Ivan, à 27 ans, représente tout ce que son père n'est plus. Jeune, vigoureux, respecté par la noblesse et aimé du peuple. Cette popularité grandissante exaspère de plus en plus Ivan le Terrible, qui y voit les signes d'une conspiration ourdie contre son autorité. Dans son esprit malade, son propre fils devient progressivement un rival à éliminer plutôt qu'un héritier à protéger. Elena Tcheremetieva, la troisième épouse du tsarevitch, attend un enfant qui pourrait assurer la continuité de la dynastie. Cette grossesse devrait réjouir le tsar vieillissant, mais elle ne fait qu'aggraver sa paranoïa. Il soupçonne sa belle-fille de vouloir empoisonner ses autres petits-enfants pour favoriser celui qu'elle porte, imagine des complots dans les moindres gestes de sa famille, interprète chaque conversation comme une preuve de trahison. Dans les jours qui précèdent le drame, les témoins remarquent une détérioration inquiétante de l'état mental d'Ivan. Ses crises de colère se multiplient, ses hallucinations deviennent plus fréquentes, ses décisions plus erratiques. Il passe des heures entières à fixer le vide en marmonnant des paroles incompréhensibles, puis explose soudain en invective contre des ennemis imaginaires. Le 15 novembre, il fait exécuter 3 serviteurs qu'il accuse d'avoir empoisonné sa nourriture. Le 16 au matin, il ordonne l'arrestation d'un prêtre qui aurait selon lui prononcé des prières suspectes. Ces accès de paranoïa aiguë terrorisent tous les habitants du palais, qui marchent désormais sur des œufs, sachant qu'un mot de travers peut leur coûter la vie. Le tsarevitch Ivan, inquiet de l'état de son père, tente de le raisonner avec la patience et la diplomatie qui le caractérisent. Mais ces efforts de conciliation ne font qu'irriter davantage le vieux tsar, qui interprète cette sollicitude comme une preuve d'hypocrisie. Dans son esprit dérangé, son fils joue la comédie de l'affection filiale pour mieux endormir sa méfiance avant de le renverser. Ce 6 novembre 1581, vers la fin de l'après-midi, Ivan le Terrible erre dans les couloirs de sa résidence en proie à une agitation croissante. L'intoxication au mercure et les excès d'alcool ont exacerbé ses troubles mentaux jusqu'au paroxysme. Il cherche des prétextes de colère, surveille les moindres faits et gestes de son entourage, guette les signes de la trahison qu'il est convaincu de déceler partout. C'est dans cet état d'esprit qu'il croise Elena Tcheremetieva, sa belle-fille enceinte, dans un corridor du palais. La jeune femme porte une tenue d'intérieur qui, selon l'étiquette stricte de l'époque, ne convient pas pour paraître devant le tsar. Cette robe légère, parfaitement appropriée dans l'intimité familiale, devient sous le regard déformé d'Ivan une provocation délibérée, un manque de respect intolérable à sa dignité royale. Dans l'esprit malade du tsar, cette simple négligence vestimentaire prend des proportions démesurées. Il y voit la preuve que sa belle-fille le méprise, qu'elle ne reconnaît plus son autorité, qu'elle participe au complot ourdi par son mari pour le détrôner. Cette interprétation délirante déclenche instantanément une de ses crises de rage les plus violentes. Sans un mot d'avertissement, Ivan se jette sur Elena Tcheremetieva et commence à la frapper avec une brutalité inouïe. Ses poings s'abattent sur le visage de la jeune femme enceinte, ses coups de pied visent le ventre qui porte l'enfant à naître. Dans sa fureur aveugle, il ne voit plus qu'une ennemie à châtier, une comploteuse à punir, sans égard pour son état ni pour l'enfant qu'elle porte. Les cris terrifiés d'Elena résonnent dans tout le palais. Cette femme délicate, habituée au raffinement de la cour, se retrouve soudain confrontée à la violence pure d'un homme qui a perdu toute humanité. Elle tente de protéger son ventre de ses bras, supplie son beau-père d'avoir pitié, mais rien ne peut arrêter la furie destructrice qui s'est emparée d'Ivan.
Les domestiques présents dans les couloirs fuient éperdument, terrifiés par ce spectacle d'horreur. Personne n'ose intervenir contre le tsar en furie, sachant que toute tentative d'intercession se solderait par une mort immédiate. Il se contente de courir chercher le tsarévitch Ivan, en espérant qu'il pourra sauver sa femme et son enfant à naître. Le tsarévitch Ivan Ivanovitch accourt aux cris de détresse de sa femme. En découvrant la scène qui se déroule sous ses yeux, son père en train de battre sauvagement son épouse enceinte, il ne réfléchit pas aux conséquences de son geste. L'instinct protecteur, l'amour conjugal et le sens de l'honneur prennent le dessus sur la prudence politique. « Arrêtez, père, vous allez tuer votre petit-fils !» crie-t-il en se précipitant pour s'interposer entre Ivan le Terrible et Helena. Ce geste, parfaitement naturel chez un époux défendant sa femme, constitue aux yeux du tsar paranoïaque l'ultime preuve de la trahison qu'il soupçonnait. Son fils ose le défier ouvertement, remet en question son autorité absolue, prend parti contre lui dans ce qu'il perçoit comme un conflit dynastique. « Fils rebelle, tu veux déjà me détrôner. Tu veux prendre ma place !» hurle Ivan le Terrible en se tournant vers son héritier. Dans son esprit dérangé, cette intervention légitime devient la confirmation de tous ses soupçons. Son fils ne cherche pas à protéger sa femme. Il cherche à l'humilier publiquement, à démontrer sa faiblesse, à préparer son renversement. La rage qui avait visé Helena se retourne instantanément contre le tsarévitch. Ivan le Terrible saisit son long bâton de fer, ce sceptre orné de pointes métalliques qui symbolise son pouvoir absolu, et se rue sur son fils avec une violence décuplée par des années de frustration et de paranoïa. Le premier coup atteint Ivan Ivanovitch au visage avec une force terrible. Le sceptre de fer, lourd de plusieurs kilos et hérissé de pointes acérées, s'abat sur la tempe du jeune homme dans un bruit sourd qui glace le sang. Le tsarévitch, pris par surprise, n'a pas le temps d'esquiver ni de se protéger. Il vacille sous l'impact. Du sang jaillit immédiatement de sa blessure. Mais la fureur d'Ivan ne s'arrête pas là. Aveuglé par la colère, il continue à frapper son fils qui s'écroule lentement. Les coups pleuvent sur la tête, les épaules, la poitrine du malheureux, qui tente faiblement de parer les attaques de son père devenu fou. Chaque impact du sceptre provoque de nouvelles blessures, de nouveaux flots de sang qui se répandent sur les dalles de marbre. Helena Tcheremetieva, malgré ses propres blessures, trouve la force de hurler « Grâce! Grâce pour votre fils !» Mais ces cris ne font qu'exciter davantage la rage d'Ivan, qui voit dans cette supplication une nouvelle, preuve du complot familial ourdi contre lui. Pour lui, sa belle-fille ne cherche pas à sauver son mari, elle cherche à préserver le chef de la rébellion qui menace son trône. Le massacre dure plusieurs minutes, interminable. Ivan Ivanovitch, homme robuste habitué aux exercices militaires, résiste longtemps aux coups de son père. Mais face à cette violence aveugle, à cette haine pure qui ne cherche plus qu'à détruire, il finit par s'effondrer définitivement. Sa tête heurte violemment le sol dallé, aggravant encore ses blessures. Soudain, le silence retombe sur le corridor ensanglanté. Ivan le Terrible, épuisé par sa crise de violence, contemple le spectacle qui s'offre à ses yeux. Son fils gît dans une mare de sang qui s'élargit lentement, la tempe ouverte par une blessure béante d'où s'échappe un flot continu de vie. Le sceptre royal, symbole de l'autorité divine, pend mollement dans la main tremblante du tsar assassin. L'instant d'après, la réalité de son geste frappe Ivan comme un coup de tonnerre. L'homme qui vient de commettre l'irréparable réalise soudain qu'il n'a pas châtié un rebelle. Il a frappé son propre fils, son héritier légitime. Le sang de son sang. La paranoïa qui déformait sa perception s'évanouit d'un coup, laissant place à une lucidité terrifiante. « J'ai tué mon fils, j'ai tué mon fils !» Le cri qui s'échappe de sa gorge n'a plus rien d'humain. C'est le hurlement d'un animal, blessé à mort, le gémissement d'une âme qui vient de se damner à jamais. Ces mots résonnent dans tout le palais, glaçant d'effroi tous ceux qui les entendent. Même les opritchniki les plus endurcis, habitués à tous les spectacles d'horreur, se signent en comprenant l'ampleur de ce qui vient de se produire. Ivan se jette à genoux auprès de son fils et tente désespérément de contenir l'hémorragie qui s'échappe de sa tempe fracassée. Ses mains tremblantes
souillée du sang de tant d'innocents, cherche maintenant à sauver celui qu'elles viennent de condamner. Il presse ses paumes contre la blessure béante, supplie son fils de lui pardonner, appelle les médecins à grands cris. « Mon fils, mon cher fils, pardonne-moi. Je ne savais pas ce que je faisais, » répète-t-il inlassablement, en berçant la tête ensanglantée du tsarévitch. Ses yeux, exorbités par l'horreur, le désespoir et la folie, selon les témoins, ne peuvent que se détacher du visage livide de son héritier. Dans ce regard embué de larmes, on lit toute la tragédie d'un père qui vient de détruire ce qu'il avait de plus cher au monde. Ivan Ivanovitch, malgré la gravité de ses blessures, trouve encore la force d'un ultime geste de pardon. Sa main droite se pose faiblement sur l'épaule de son père meurtrier, comme pour lui signifier qu'il ne lui en veut pas, qu'il comprend la folie qui l'a poussé à ce geste. Ce pardon, plus terrible que tous les reproches, achève de briser le cœur du tsar infanticide. Les meilleurs médecins de la cour accourent, alertés par les cris qui retentissent dans tout le palais. Ils examinent rapidement le blessé et leur diagnostic tombe comme un coup près. Les blessures sont trop graves, l'hémorragie impossible à stopper complètement. Le tsarévitch peut encore vivre quelques jours, mais son sort est scellé. Ivan le Terrible vient de condamner à mort l'avenir de sa dynastie. Pendant 4 journées interminables, Ivan Ivanovitch lutte contre la mort sous les yeux de son père transformé en garde-malade. Le tsar, qui n'a pas quitté le chevet de son fils depuis l'instant fatal, assiste impuissant à l'agonie de celui qui l'a frappé dans un moment d'égarement. Cette veillée macabre révèle un aspect inédit de la personnalité d'Ivan, le Terrible. Derrière le tyran sanguinaire se cache un père dévasté par son propre crime. Les médecins se relaient au chevet du mourant, tentant tous les remèdes connus de l'époque pour sauver ce qui peut encore l'être. Ils appliquent des cataplasmes sur les plaies, saignent le malade pour évacuer les humeurs mauvaises, lui font ingérer des potions à base d'herbes rares, importées d'Orient. Mais leurs efforts restent vains face à la gravité des traumatismes, crâniens infligés par le sceptre paternel. Ivan le Terrible, habituellement si fier et si autoritaire, se transforme en suppliant pathétique. Il promet des fortunes au monastère si son fils guérit, fait dire des messes dans toutes les églises de l'Empire, ordonne la libération de prisonniers politiques pour s'attirer la clémence divine. Cette piété soudaine, chez un homme qui vient de commettre le plus contre-nature des crimes, révèle l'ampleur de son désespoir. Parfois, le tsarévitch reprend brièvement conscience et murmure quelques mots à son père. Ces instants de lucidité, où le mourant pardonne encore et encore à son bourreau, sont plus douloureux que les phases de coma. Ivan père réalise alors pleinement l'horreur de son geste. Il n'a pas tué un ennemi ou un traître, mais le meilleur de ses fils, celui qui ressemblait le plus à Anastasia par sa douceur et sa sagesse. Le 19 novembre 1581, au 4e jour de cette agonie, Ivan Ivanovitch rend son dernier souffle vers midi. Sa mort provoque un séisme dans tout l'Empire russe. Avec lui disparaît non seulement l'héritier, légitime du trône, mais aussi l'espoir d'un retour à un gouvernement plus modéré après des décennies de terreur. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans tout le palais, puis dans Moscou, puis dans toute la Russie. Partout, c'est la stupéfaction et l'effroi. Comment un père a-t-il pu tuer son propre fils? Comment le tsar, censé protéger sa dynastie, a-t-il pu la détruire de ses propres mains? Cette transgression de l'ordre naturel bouleverse une société où l'autorité paternelle est sacrée. Ivan le Terrible, après avoir fermé les yeux de son fils, sombre dans une prostration qui inquiète son entourage. Pendant plusieurs jours, il refuse de s'alimenter, ne prononce plus un mot, reste prostré dans sa chambre en fixant le vide. Ceux qui l'approchent décrivent un homme vieilli, de 10 ans en quelques heures, ratatiné par le remords et la culpabilité. Progressivement cependant, le tsar reprend ses esprits et organise les funérailles de son fils. Ses obsèques somptueuses, où il joue le rôle du père épouvanté mais innocent, révèlent encore une facette troublante de sa personnalité, sa capacité à se persuader qu'il n'est pas responsable de ses propres crimes. Dans les chroniques officielles, la mort du tsarévitch sera attribuée à une maladie soudaine. Avec la mort d'Ivan Ivanovitch, c'est tout l'avenir de la dynastie Srai.
des Riurikides qui s'écroulent. Le second fils d'Ivan le Terrible, Fédor, âgé de 24 ans, souffre d'un retard mental qui le rend totalement inapte à gouverner. Cet homme débonnaire et pieux, obsédé par les sonneries de cloches et les cérémonies religieuses, ne possède aucune des qualités nécessaires pour diriger un empire aussi vaste et complexe que la Russie. Le troisième fils, Dimitri, né en 1582 de Maria Nagaïa, n'est encore qu'un nourrisson dont la légitimité est contestée par de nombreux boyards. De plus, Ivan le Terrible avait déjà contracté 3 mariages canoniques avant d'épouser Maria, ce qui rend cette union et sa descendance illégitimes aux yeux de l'Église orthodoxe. Cette crise successorale ouvre la voie au temps des troubles qui déchireront la Russie pendant plus de 20 ans après la mort d'Ivan. Les boyards survivants, les nobles polonais, les aventuriers de tous bords vont se disputer le trône vacant, plongeant le pays dans une anarchie sanglante qui ne prendra fin qu'avec l'élection de Michel Romanov en 1613. Ironiquement, c'est la famille d'Anastasia, les Romanov, qui finira par s'emparer du pouvoir et fonder la dynastie qui régnera sur la Russie jusqu'en 1917. Cette revanche posthume de la première épouse d'Ivan sur son mari, infanticide, ne manque pas de saveur historique. Après la mort de son fils, Ivan le Terrible n'est plus que l'ombre de lui-même. Cet homme qui terrorisait son empire par ses colères et ses violences devient soudain un vieillard voûté, aux cheveux blanchis, aux mains tremblantes. Il ne porte plus que des vêtements noirs, distribue ses richesses aux pauvres et passe le plus clair de son temps en prière et en mortification. Cette piété soudaine chez un homme qui vient de commettre l'un des plus grands crimes de l'histoire impressionne son entourage. Ivan multiplie les pèlerinages dans les monastères, les dons aux œuvres charitables, les actes de contrition publique. Il fait même rédiger un obituaire, où il liste tous ceux qu'il a fait exécuter pendant son règne pour que des messes soient dites à leur intention. Mais cette repentance apparente ne change rien au fond de sa nature. Ces crises de violence, bien que moins fréquentes, continuent de terroriser son entourage. En 1582, il fait encore exécuter plusieurs boyards qu'il soupçonne de comploter contre lui. Sa paranoïa, loin de diminuer, se reporte sur de nouveaux objets. Il craint maintenant qu'on ne cherche à empoisonner son fils Fédor ou le petit Dimitri. Les 2 années qui séparent la mort d'Ivan Ivanovitch de celle de son père voient un empire russe à l'agonie. La guerre de Livonie, qui dure depuis 25 ans, saigne le pays à blanc sans apporter de victoire décisive. Les finances publiques sont exsangues, l'agriculture ruinée par les levées d'hommes incessantes, le commerce paralysé par l'insécurité chronique. Ivan tente bien de prendre quelques mesures pour redresser la situation. Il rappelle certains exilés, restitue des terres confisquées, assouplit les rigueurs de l'oprichnina. Mais ces réformes tardives ne peuvent réparer les dégâts de 20 années de terreur systématique. La noblesse traditionnelle a été décimée, remplacée par des parvenus sans scrupules. Le peuple, épuisé par les massacres et les famines, a perdu toute confiance en ses dirigeants. L'isolement international de la Russie s'aggrave encore après la mort du tsarévitch. Les cours européennes, déjà méfiantes vis-à-vis d'Ivan le Terrible, considèrent désormais qu'il n'y a plus rien à attendre de ce pays dirigé par un fou. Les négociations diplomatiques s'enlisent, les alliances se défont, la Russie se retrouve seule face à ses ennemis. Sur le plan personnel, Ivan continue sa quête désespérée d'une stabilité émotionnelle qu'il ne trouvera jamais. Ses rapports avec sa dernière épouse, Maria Nagaïa, se dégradent rapidement. Il la soupçonne de vouloir empoisonner Fédor pour faire de Dimitri l'unique héritier, l'accuse de correspondre secrètement avec des boyards hostiles, lui reproche son influence grandissante sur les affaires de l'État. Le 18 mars 1584, Ivan le Terrible s'effondre brutalement lors d'une partie d'échecs avec un de ses favoris. Les témoins décrivent une mort rapide, précédée de quelques convulsions. Officiellement, le tsar succombe à une attaque d'apoplexie, mais les circonstances exactes de sa disparition restent mystérieuses. L'analyse de ses restes, menée dans les années 1960 lors de travaux de restauration de son tombeau, révèle la présence de doses importantes de mercure, d'arsenic et d'autres substances toxiques. Ces découvertes relancent les spéculations sur un possible empoisonnement,
mais il est impossible de déterminer si ces substances proviennent de traitements médicaux ou d'un acte criminel. Sa mort provoque un soulagement général dans tout l'Empire. Après 51 ans de règne, dont les 24 dernières années furent marquées par une terreur systématique, la Russie peut enfin espérer retrouver la paix. Mais l'héritage d'Ivan est si lourd que le pays mettra des décennies à s'en remettre. Fédor Ier monte sur le trône sous la régence de Boris Godunov, beau-frère du nouveau tsar et dernier survivant de l'entourage d'Ivan. Cet homme intelligent mais sans scrupules va tenter de gouverner à la place de l'incapable Fédor, mais il ne parviendra jamais à effacer complètement les traces de la tyrannie précédente. La mort du tsarévitch, Ivan Ivanovitch, par la main de son propre père, marque un traumatisme profond dans l'âme russe. Ce fratricide dynastique, qui brise tous les tabous de l'époque, révèle jusqu'où peut mener la corruption du pouvoir absolu. Pour la première fois dans l'histoire russe, un souverain a osé lever la main sur son propre héritier, transgressant l'ordre naturel et divin qui régit la société. Cette transgression fondamentale ébranle les bases mêmes de l'autocratie russe. Comment le peuple peut-il respecter un tsar qui ne respecte même pas ses propres enfants? Comment l'Église peut-elle soutenir un souverain qui commet le plus contre-nature des crimes? Ces questions empoisonnent les consciences et préparent les crises politiques futures. L'infanticide d'Ivan devient rapidement un mythe, déformé et amplifié par la tradition orale. Dans les campagnes russes, les paysans racontent l'histoire de ce roi maudit qui tua son fils dans un accès de folie meurtrière. Ces récits, mélange de vérités historiques et de légendes populaires, contribuent à forger l'image d'un pouvoir fondamentalement perverti par la violence. Paradoxalement, cette tragédie renforce aussi le culte de la souffrance qui caractérise la mentalité russe. Ivan le Terrible devient d'une figure christique inversée, non plus le père qui sacrifie son fils pour sauver l'humanité, mais le père qui sacrifie son fils pour assouvir sa propre folie. Cette inversion sacrilège fascine et horrifie à la fois les esprits russes. L'assassinat du tsarévitch précipite la Russie dans une crise politique majeure qui va durer plus de 30 ans. Fédor Ier, officiellement tsar de 1584 à 1598, ne règne que de nom. Le véritable maître du pays est Boris Godunov, qui gouverne dans l'ombre en attendant une occasion de s'emparer officiellement du pouvoir. Cette régence officieuse crée une situation politique instable où l'autorité royale perd progressivement sa légitimité. Les boyards survivants, qui n'osaient plus broncher sous Ivan le Terrible, commencent à relever la tête. Les gouverneurs de province prennent des libertés avec les ordres venus de Moscou. L'Empire russe, unifié à coups de terreur, commence à se désagréger faute d'une autorité centrale crédible. En 1591, le petit Dimitri, dernier fils d'Ivan le Terrible, meurt mystérieusement à Ouglitch dans des circonstances troubles. Officiellement, l'enfant de 9 ans s'est tranché la gorge en tombant lors d'une crise d'épilepsie. Mais des rumeurs persistantes accusent Boris Godunov d'avoir fait assassiner ce rival potentiel. Cette mort suspecte alimente les théories du complot et prépare l'arrivée des faux Dimitri. Quand Fédor Ier meurt sans héritier en 1598, c'est l'extinction officielle de la dynastie des Riourikides après plus de 7 siècles de règne. Boris Godunov se fait élire tsar par une assemblée de boyards, mais sa légitimité reste contestée. Cette rupture dynastique ouvre la voie aux prétendants de tous bords qui vont se disputer le trône vacant. La période qui suit la mort de Boris Godunov en 1605 illustre parfaitement les conséquences à long terme de la tyrannie d'Ivan le Terrible. L'apparition successive de plusieurs faux Dimitri, aventuriers se faisant passer pour le fils miraculeusement sauvé d'Ivan, révèle l'ampleur du chaos politique engendré par l'infanticide de 1581. Ces imposteurs, soutenus tour à tour par la Pologne, la petite noblesse russe ou les Cosaques révoltés, parviennent temporairement à s'emparer du pouvoir moscovite. Leur succès prouve que l'autorité royale, minée par les crimes d'Ivan, n'inspire plus ni respect ni crainte. Un simple moine défroqué comme Grishka Otrépiev peut se transformer en tsar sous le nom de Dimitri Ier et gouverner la Russie pendant 11 mois,
Cette anarchie politique s'accompagne d'une décomposition sociale généralisée. Les armées étrangères, polonaises, suédoises, lituaniennes, envahissent le territoire russe et occupent les principales villes. Les bandes de brigands pullulent sur les routes, pillant et massacrant sans distinction. Les famines se succèdent, aggravées par les destructions de guerre et l'effondrement du commerce. L'Église orthodoxe elle-même, pilier traditionnel de l'autocratie russe, traverse une crise profonde. Les patriarches se succèdent au gré des révolutions de palais, perdant toute autorité morale. Certains prélats soutiennent les faux tsars, d'autres appellent à la résistance, d'autres encore tentent de négocier avec les envahisseurs catholiques. Cette division du clergé achève de ruiner les bases spirituelles du pouvoir. Il faut attendre 1613 et l'élection de Michel Romanov pour que la Russie retrouve une stabilité relative. Ce choix n'est pas le fruit du hasard. Les Romanov sont les descendants de Nikita Romanov, frère d'Anastasia, la première épouse d'Ivan le Terrible. En portant cette famille au pouvoir, les Russes accomplissent symboliquement une forme de justice posthume. Ils rendent le trône à la lignée de celle qui avait su tempérer la folie du tyran. Cette filiation symbolique avec Anastasia légitime la nouvelle dynastie et efface partiellement le traumatisme de l'infanticide de 1581. Michel Romanov, jeune homme de 16 ans, élu plus pour sa faiblesse que pour ses qualités, représente l'antithèse parfaite d'Ivan le Terrible. Là où le tyran était violent et paranoïaque, le nouveau tsar se montre doux et confiant. Là où Ivan massacrait ses opposants, Michel pardonne et réconcilie. Progressivement, sous le règne des premiers Romanov, la Russie pense ses plaies et retrouve sa grandeur. Mais l'héritage d'Ivan le Terrible continue de peser sur la conception russe du pouvoir. L'autocratie reste la norme, la terreur d'État un instrument accepté, la méfiance envers l'étranger une constante politique. Les méthodes changent, mais le fond demeure. La Russie reste un pays où le pouvoir absolu peut facilement basculer dans l'arbitraire le plus sanglant. L'histoire d'Ivan le Terrible tuant son fils inspire très tôt les artistes russes, fascinés par cette tragédie shakespearienne qui résume tous les excès de l'autocratie. Dès le XVIIe siècle, les chroniqueurs rapportent l'événement avec un mélange d'horreur et de fascination, comprenant qu'il témoigne d'un moment crucial de l'histoire russe. Mais c'est au XIXe siècle que cette tragédie trouve sa forme artistique la plus accomplie avec le célèbre tableau d'Ilya Répine, peint entre 1883 et 1885. Cette œuvre saisissante qui montre Ivan serrant contre lui le corps, mourant de son fils, frappe les contemporains par sa puissance dramatique et sa modernité technique. Répine lui-même décrit l'obsession qui s'empare de lui pendant la création. « J'ai peint à la hâte, j'ai souffert, j'ai douté, j'ai modifié et corrigé ce qui avait déjà été fait, j'ai caché le tableau avec déception, puis je l'ai repris et modifié de nouveau. Parfois, j'étais effrayé par ce que je créais. Mes amis ont également eu cette impression en regardant la peinture. » Cette toile bouleversante provoque des réactions violentes dès sa première exposition. En 1913, un peintre d'icônes fanatiques, Abram Balachov, lacère le tableau à coups de couteau en criant « Assez de morts, assez de sang ». Cette attaque révèle l'impact psychologique persistant de la tragédie de 1581 sur la société russe. Plus de 3 siècles après les faits, l'infanticide d'Ivan continue de choquer et de bouleverser. En 2018, un autre vandalisme frappe l'œuvre de Répine. Un visiteur ivre brise la vitre de protection et endommage gravement la toile. L'auteur de cette dégradation explique son geste en affirmant que le tableau ne correspond pas aux faits historiques. Ces attaques répétées prouvent que l'histoire d'Ivan le Terrible reste un sujet sensible dans la Russie contemporaine. L'infanticide commis par Ivan le Terrible le 16 novembre 1581 dépasse largement le cadre d'un fait divers royal pour devenir une parabole universelle sur les dangers du pouvoir absolu. Cette tragédie illustre parfaitement comment les traumatismes de l'enfance, non soignés et amplifiés par l'exercice d'une autorité sans limite, peuvent transformer un être humain en monstre. L'histoire d'Ivan révèle aussi les mécanismes pervers de la paranoïa politique. Ce tsar, qui voyait des complots partout,
finit par créer par ses propres excès les conditions de la rébellion qu'il redoutait, en massacrant la noblesse traditionnelle, en terrorisant son peuple, en éliminant tous ses conseillers modérés. Il se prive de tous les garde-fous qui auraient pu l'empêcher de commettre l'irréparable. Cette tragédie nous enseigne également que la violence engendre toujours plus de violence. Ivan, victime des brutalités de son enfance, devient à son tour bourreau de son entourage et finalement de sa propre famille. Cette spirale infernale ne s'arrête qu'avec la mort du tyran, mais ses effets continuent de se faire sentir pendant des générations. Enfin, l'histoire d'Ivan le Terrible montre les limites de la repentance tardive. Malgré ses manifestations de remords après la mort de son fils, malgré ses dons au monastère et ses mortifications publiques, le tsar ne parvient jamais à racheter son crime. Certains actes sont irréversibles, certaines blessures ne guérissent jamais, certaines fautes ne peuvent être pardonnées. Le 16 novembre 1581, quand Ivan le Terrible frappe mortellement son fils de son sceptre de fer, il accomplit plus qu'un simple crime. Il commet un acte qui résume et condense toute la tragédie de son règne. Ce geste d'une violence inouïe révèle jusqu'où peut mener un homme la corruption du pouvoir absolu mêlée aux blessures jamais cicatrisées d'une enfance brisée. Dans ce corridor ensanglanté d'Alexandrovskaya Sloboda, c'est toute l'histoire de la Russie du XVIe siècle qui se joue en quelques minutes terrifiantes. L'orphelin maltraité de 8 ans, l'adolescent couronné trop jeune, l'époux aimant devenu veuf inconsolable, le tsar paranoïaque rongé par la méfiance, se retrouvent réunis dans ce moment fatal où un père détruit de ses mains l'avenir de sa dynastie. Ivan avait pourtant tout pour devenir un grand souverain. L'intelligence remarquable, une éducation soignée, une vision politique claire et surtout l'amour d'une épouse exceptionnelle capable de tempérer ses instincts destructeurs. Pendant 13 années bénies, Anastasia avait réussi l'impossible, transformer le petit tyran cruel en monarque respecté, canaliser sa violence vers des réformes constructives, lui donner cette stabilité émotionnelle qui lui avait toujours manqué. Mais la mort d'Anastasia en 1560 brise cet équilibre fragile et libère tous les démons contenus depuis l'enfance. La paranoïa, la cruauté, la méfiance maladive reprennent possession de son âme et ne la quitteront plus. Dès lors, Ivan devient progressivement l'esclave de ses propres obsessions, incapable de faire confiance à quiconque, y compris à son propre fils. Cette tragédie familiale transcende les circonstances particulières de l'époque pour devenir une métaphore universelle. Elle illustre comment les sociétés qui acceptent la tyrannie finissent toujours par en payer le prix fort. En laissant Ivan exercer un pouvoir sans limite, en fermant les yeux sur ses excès au nom de la raison d'État, la Russie a créé les conditions de sa propre destruction. L'infanticide de 1581 marque aussi l'échec d'un système politique fondé uniquement sur la terreur. Ivan pensait pouvoir maintenir l'ordre par la seule violence, éliminer tous ses opposants réels ou imaginaires, gouverner par la peur absolue. Mais cette méthode, qui peut fonctionner temporairement, finit toujours par se retourner contre celui qui l'emploie. En devenant fou de suspicion, Ivan détruit finalement ce qu'il voulait protéger. Le cri déchirant du tsar « J'ai tué mon fils » résonne encore aujourd'hui comme l'aveu d'un échec total. Échec d'un père qui n'a pas su maîtriser ses démons intérieurs. Échec d'un roi qui a sacrifié l'avenir de son royaume à ses obsessions personnelles. Échec d'un homme qui voulait passer à la postérité comme un grand conquérant et ne laisse derrière lui qu'une réputation de tyran infanticide. Cette histoire nous rappelle que les plus grands crimes naissent souvent de l'amour corrompu, de la protection devenue oppression, de la force transformée en violence aveugle. En voulant préserver son pouvoir à tout prix, Ivan a détruit ce qu'il avait de plus cher. En cherchant à protéger la Russie de tous ses ennemis, il est devenu lui-même son plus grand destructeur. La tragédie d'Ivan le Terrible nous enseigne enfin que certaines blessures de l'enfance, si elles ne sont pas soignées, peuvent empoisonner toute une vie et même détruire des générations futures. L'enfant traumatisé de 8 ans qui regardait enlever sa nourrice était déjà en germe le père infanticide de 51 ans. Entre ces deux moments terribles, il n'y a qu'une longue descente aux enfers, ponctuée de quelques rédemptions temporaires vite balayées par la résurgence des démons anciens. Cette leçon reste d'une actualité brûlante dans notre monde contemporain.
où tant de dirigeants exercent encore un pouvoir sans limite et où tant d'enfants grandissent dans la violence et l'abandon. L'histoire d'Ivan le Terrible nous met en garde contre les dangers de l'autocratie, mais aussi contre ceux de l'indifférence face à la souffrance des plus faibles. En définitive, le roi qui pleura en tuant son fils de ses propres mains nous laisse un témoignage bouleversant sur la fragilité de la condition humaine. Même les plus puissants de cette terre, même ceux qui disposent du droit de vie et de mort sur des millions d'êtres humains, restent prisonniers de leurs faiblesses et de leurs blessures. La tragédie d'Ivan le Terrible nous rappelle que derrière chaque tyran se cache souvent un enfant blessé qui n'a jamais appris à guérir ses plaies autrement que par la violence.